Alors, aujourd'hui, petit podcast rapide sur les termes, on va dire FAQ, plus exactement, sur les termes techniques, donc figurines en général ou un peu plus Transformers. Toujours accompagné de Cerberus et Ryozo. Salut les gars. Salut. 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 Oh, bon sang, on est quatre. C'est fort ça. Non, non, c'est moi qui parlais deux fois. Ah, c'est juste ça. Oui, c'est ce que je dis. Dans les termes techniques, on va déjà commencer tout ce qui est Transformers. On va commencer avec l'éclairage LED. Hein. Donc ça, bon, il n'y a pas grand-chose à redire. Vous avez un circuit C'est électronique, générique, voilà. ça existe depuis bien avant Transformers. Enfin, Voilà, bon, on a sur beaucoup de jouets. en hein. gros, s'il y a une lumière dans un Transformers, qu'elle est électronique ou dans n'importe quelle figurine, il y a de grandes chances que ce soit une LED, ne serait-ce qu'à cause de la place. Voilà, place, consommation. Voilà. N'oubliez pas d'enlever les piles, parce que les piles, ça coule. Voilà, ça c'est le Oui. système. Les piles boutons, moins que les piles bâtons, Mm. mais ça peut quand même finir par couler, donc par prudence. Voilà, vaut mieux enlever. Faites mémuser Voilà. la première fois, puis après, ça dégage. Le light piping. Donc ça, c'est les yeux transparents. C'est ça. C'est précisément le plastique transparent positionné de façon à ce que lorsqu'on le regarde à travers la lumière, bon bah ça l'illumine quoi. Donc généralement c'est placé au niveau des yeux, des armes, ce genre de choses. Hein. Et ça brille de mille feux. Wouh C'est ça. Ah. C'est ça. Et les premiers sur lesquels on a vu ça en Transformers, c'est les G1.5. C'est ça, les Turbomaster. Voilà. Les exclusivités européennes où là, bah, voilà, quasiment tous le sont. L'effet de tunnel de la lumière à travers une pièce transparente. Oh, c'est beau, un effet de tunnel. Oh là là. C'est ça. C'est un effet de capillarité de la lumière à travers un élément solide plastique transparent. Ouah, c'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est capillotracté, dis donc. C'est ça. C'est tiré par les yeux. Oh, joli. Non, donc c'est surtout sur les figurines, les jouets en fait. Hein. C'est rarement sur les pièces de collection, parce que ça implique que l'arrière de la tête soit vide. À nu, soit pas peint quoi. Ça. Il y a même des fois où ils font du light piping sur une figurine et ils peignent par-dessus. Oui, alors ça, c'est très intelligent, faudra m'expliquer. Oui. J'ai jamais compris. Ça, c'est très fort ça. C'est un peu le coup du mec qui fait le design et qu'après il fait oh bah non. Je cache, je mets un autocollant. Ou un covering. C'est très con. Ouais. Ça arrive plus souvent qu'on le croit d'ailleurs. Hein. Ah bah. C'est une idée du designer du Lama Former. Ah ouais, non. Sur des repaints, bon, je comprends que ça peut arriver parce que c'est pas la bonne couleur ou je sais pas trop quoi. Mais, Oui, puis ça permet comme ça d'avoir des économies. On a des pièces qui sont déjà préfaites, entre guillemets. Puis voilà, on met juste un coup de peinture, ça évite de les refaire. Ça peut encore se comprendre. Voilà, mais bon, dans l'intérêt général, quand il y a du light piping, laissez-le. Voilà, c'est mieux. Bon, on a les technologies, enfin entre guillemets, l'automorphe, l'auto-transformation, des choses comme ça. Bon, c'est chaque, on va dire, série de Transformers à sa petite évolution. Oui, c'est des gimmicks, Voilà. c'est des gimmicks propres à des gammes en fait. Hein. Donc ça, bon, on va pas trop en parler parce que sinon on n'a pas fini. On va carrément attaquer le gros du sujet avec tout ce qui est par exemple articulation. Alors on a déjà le ball joint, bah, tout simplement la bonne vieille rotule. Hein. Enfin, je vous fais pas un dessin, hein, c'est assez classique. C'est une forme sphérique avec un espace dans lequel ça vient s'encastrer et ça peut bouger sur l'axe de la boule. Quoi. Voilà. Un grand standard. Bah oui, on est quasiment partout, on l'a en fait. C'est ça, c'est apparu en premier dans les G1 d'ailleurs. En sachant que la grosse majorité... Fin G1, il y a dû avoir les premiers, je crois, avec les Cyberjets. Oui, c'est ça, voilà. Exact. Voilà, après, ça a été repris largement dans l'histoire. Puis même quand tu vois à l'heure d'aujourd'hui, quasiment toutes les figurines d'action ont un système effectivement de ball joint. Alors, ça se décline dans plein de formats, que ce soit un ball joint écrasé, que ce soit bien un rond, mais le principe est toujours à peu près le même. C'est la rotule. Voilà. Après, bon, par exemple, tu prends, on va y aller ensuite dessus, mais tu as Revoltech qui font leur système de ball joint, c'est un peu particulier parce qu'ils mélangent Ratchet et ball joint. C'est ça, c'est un mix entre les deux en fait. Après, on a le fameux Mushroom Joint, donc je te laisse expliquer. Oui. À tes souhaits. Voilà. C'est le champignon en fait, hein. C'est tout simplement, vous avez un orifice en forme de T, et vous avez une pièce, donc un cylindre avec un disque plus large au-dessus qui vient s'encastrer dedans. Ça permet de faire des articulations sur un axe en fait, tout simplement. Ça, les cuisses, ce genre de trucs, on en voit beaucoup sur les TF actuels par exemple. Après, disons que le bon côté, c'est que c'est aussi, ça peut entre guillemets sauter plus facilement. Il y a moins de risque de casse. C'est ça, ça permet de démonter ou de l'encastrer facilement en fait. Ça évite d'avoir à mettre un axe en métal, une vis ou que ce soit. Ouais, c'est une sécurité quelque part. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier que le ball joint, t'as quand même l'articulation, on va dire au milieu, entre guillemets, puis effectivement une tige de chaque côté. Donc si tu forces, finalement,
c'est ta rotule qui va manger. Oui, puis ça prend plus de stress pour insérer un ball joint Ah bah oui. qu'un bûcheron de peg. C'est clair. Une bûcheron de peg, c'est vraiment juste un truc qui s'insère très fort, mais une fois en place, bon, ça tourne. Donc, une ball joint, ça fait du stress sur toute la zone dans laquelle tu l'insères. Donc tu as plus de chances de le péter. Et puis ça devient beaucoup moins facilement loose qu'un ball joint. Oui, ah bah, le ball joint, forcément, comme tu as plus de frottement, la pièce s'use. Voilà. Alors que là, c'est juste sur un axe, et puis c'est placé à des endroits où, en général, tu ne bouges quand même pas trop, quoi. Ouais. En plus, faut pas oublier, le ball joint, c'est souvent en plastique dur. C'est le problème du plastique dur, en fait. C'est comme tu as deux surfaces dures l'une contre l'autre, elle se bouffe. Tu as plus d'érosion, voilà. Alors que si tu en mets une molle, elle se déforme plutôt que de s'user. Mais donc, du coup, déjà, tu as une friction plus importante, ça permet plus de pression. Et ça reste plus longtemps. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les ball joints des Constructbot, etc., ils ont appliqué une couche de caoutchouc. Avant les ball joints, c'est tout simplement quand on a une articulation, par exemple au coude, par exemple, c'est un axe en fait qui traverse deux pièces, qui permet justement de faire comme ça le mouvement pour plier en fait. Rivet ? Ouais, un peu. Oui, c'est ça, c'est l'axe en métal. C'est ça. Par contre, c'est super moche. Tu prends ça, par exemple, tu as souvent sur les motus, donc tout ce qui est maître de l'univers et compagnie. Ah oui, t'as un gros disque métal sur les côtés. Ouais. C'est old school. Alors que ça soit métal ou même plastique, hein. C'est un axe qui traverse de part en part de pièces. On trouve souvent ça sur les jouets. Là, ils le gardent effectivement sur les motus et des figurines comme ça. Personnellement, je trouve que c'est quand même très américain, si on peut dire. C'est souvent sur ces figurines-là, ou même tu prends tout ce qui est figurines de catch ou des choses comme ça. Sur ce qui est un peu plus élaboré, c'est plus des figurines jouets. C'est un assemblage en fourche en fait. Ouais. Mais c'est pas super esthétique, ça prend beaucoup de loose. Justement, loose, il y en a peut-être qui vont se poser la question, c'est que ça prend du jeu. Voilà. C'était serré. Ça devient lâche, quoi. Après, on a le fameux ratchet, qui est en fait une articulation sur cliquet. Voilà. Donc par pression, uniquement avec un ressort. Ou alors on a un système, on va dire un axe cannelé, avec une petite lamelle poussée, alors soit qui se poussée par un ressort, ou alors qui se déforme, entre guillemets, et qui vient comme ça dans chaque cran. Et c'est le fameux clac, 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 quand on bouge l'articulation. Voilà, cliquetis, donc. C'est très valorisant. Ça fonctionne un peu comme des engrenages, en fait. Voilà. Par contre, c'est vrai, c'est que c'est très valorisant. Quand tu es collectionneur, t'as ça, t'as un truc qui est costaud, qui fait du bruit, ça te fait plaisir, quoi. L'avantage, c'est que ça verrouille des positions. Donc, même s'il y a un peu de poids sur une articulation, etc., si le ratchet est assez important, ça permet par exemple d'avoir un accessoire un peu lourd, mais ça va maintenir la position. Souvent, c'est un petit peu les coudes, mais ça va être surtout sur les genoux, en fait. Là où il y a plus de travail. C'est ça. C'est les articulations qui sollicitent le plus de résistance, en fait. Que sur les chevilles, finalement, même si c'est elles qui portent beaucoup de choses, mais comme souvent elles sont limitées dans leur mouvement, parce que tu as un petit pan sur les côtés ou quoi que ce soit, la pièce est plus calée qu'autre chose, donc tu crains rien. En sachant, ne pas oublier, on a le fameux Energon, avec son genou gauche fragile. Ah oui. Un scandale. Ouais. Le mien il était pété, hein. Bon, en fait c'est vite fait, hein. Le mien, j'ai juste eu à ouvrir, et comme tout le monde, une petite cale, tout simplement à recoller pour que la pièce ne bouge pas. C'était la petite lamelle en plastique, et puis hop, c'était bon. Hein. Oui, c'est ça. Plus récemment, par exemple, il y a eu le Grimlock, là, le Deluxe de la gamme Reed. Donc la première version noir et vert, où le plastique juste en face des coudes était trop fin. Et en le pliant, en fait, la pièce à l'intérieur qui fait justement opposition à la roue crantée, il était poussé vers l'extérieur et ça pétait la partie du bras en plastique. Donc de série, si vous ouvriez le jouet du premier Grimlock, là, que vous bougiez les coudes, ça explosait. C'est bon ça. Voilà. Donc c'est réglable, en fait, il suffit de coller la pièce grise qui est à l'intérieur dans le coude pour qu'elle ne se balade pas, en fait. Voilà, faut le savoir. Le ratchet, ça a des avantages, mais si c'est pas fait en concordance avec l'endroit dans lequel c'est positionné, ça peut finir par péter. C'est toujours des actions mécaniques, hein, malheureusement. Voilà, c'est des questions de résistance, etc. Donc, dans le cas du genou du Micron, c'est dur, ça a pété, quoi. Dans les autres jouets chers, par exemple, il y a les genoux du Emperodimus.
Voilà, ça pique un peu plus déjà. C'est clair. Après, alors, on a le fameux terme, le slide joint, qui est en fait avec le trou oblong, n'est-ce pas? Voilà, donc la glissière en fait. Voilà, c'est une glissière qui est dans un trou, effectivement, qui est arrondi de chaque côté, puisque comme c'est un axe, bah, il vient buter dedans à l'autre bout, donc si on mettait carré, bah, c'est un peu con, quoi. Il y aurait du jeu ou autre. Donc voilà, un trou blanc avec un axe dedans, bête et méchant. En fait, on a un axe fixe qui est monté sur un trou en large, et ça glisse de gauche à droite. Ah, les fameux avec les Transformers, on en parle souvent, les rocolos. Qu'est-ce qu'un rocolo? C'est un redéco, voilà. C'est un mold, il a été produit dans une couleur pour faire un personnage, et on le recolorise pour le ressortir et vous le revendre. Voilà. C'est un nouveau modèle, c'est le même, mais en couleur. Youpi. Voilà. Puisqu'on est... Dans les exemples les plus célèbres, vous avez Starscream. Vous êtes quasiment certain d'avoir Skywarp et Thundercracker derrière. Voilà, parce que c'est le même, il n'y a aucune pièce qui change à part la couleur. Voilà. Alors, de temps en temps, de temps en temps, on se fait. Et on va de même pour Optimus et Nemesis. Exactement. Aussi. Et ainsi de suite. Ou même tu prends quand on avait les G1 et les G2, RID, Robot Indie Guys, c'est quasiment que des G2 qui sont recolorisés. Hein. Voilà. Donc c'est pas dur. Parfois pour le meilleur. Ou moins pire. Voilà. Plus ou moins pire. Quoi. Et puis justement, t'en parlais, t'as les molds. C'est un moule, tout simplement. Voilà. C'est un modèle, en fait, tout simplement. C'est à la base, quand on a une pièce ou n'importe quoi, y a un moule qui est fait. Et effectivement, soit effectivement, ça peut carrément indiquer, on va dire, soit une pièce en particulier, mais souvent on parle d'un mold, surtout en Transformers, c'est parce que c'est la même figurine, entre guillemets. Oui, c'est pour caractériser l'ensemble des pièces, enfin du moulage de pièces, en fait. Par exemple, là dernièrement, on avait les MP 25 et 26, Trax et Road Rage. Là, effectivement, ils ont apporté par contre quelques corrections parce que même si la grande base à 90% est la même, il y a la tête qui va changer, les cuisses par exemple, des choses comme ça. Donc, voilà. Et là, on appelle ça des retools. Et voilà, donc c'est un peu plus poussé. Ils n'ont pas fait qu'un bête recoloriage, ils sont allés un peu plus loin. Donc on va dire c'est plus excusable. Voilà, en fait ils ont pris le mold, ils ont changé quelques pièces sur les arbres de production et puis ça a permis de changer l'aspect général de la figurine. Et en avant Simone. Mais dans l'essentiel, c'est la même. Exactement. Et nous, on collectionne les deux, forcément. Voilà. Plus beaux exemples, je pense que ça devrait être 30e anniversaire Voyager Springer et Sandstorm. Ouais, c'est vrai que ces deux-là, par contre, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de différent. Pourtant, on a la même base, mais voilà. À la fois identique, mais aussi différent. Chacun leur personnalité. Voilà. Avec leur tête, avec... Là, il y a eu de la modification, on va dire, il y en a au moins pour 30% de modification sur l'ensemble. Quoi. Ouais. Et ça le fait. Ceux-là, ils sont allés loin. Et de toute façon, les deux sont une réussite. Hein. Ouais. Malgré que j'ai énormément ragé sur les miens parce que j'ai un problème de clipsage. Mais je les adore. Ça, franchement, l'un comme l'autre, ils sont excellents. Aussi, autre chose à savoir sur les molds, c'est que... Ça coûte très cher. Oui, déjà, ça coûte une fortune. Hein. En moyenne, c'est à peu près 20 000 € pour un moule. Ouais, et puis donc avant de rager sur le prix d'un jeu, il faut bien comprendre qu'ils doivent rentabiliser le moule. Déjà, entre la recherche, c'est comme dans tout, tout ce que tu fabriques, c'est ça. La recherche, le design, même avant la fabrication, tu as le moule, déjà. Et tu prends... alors, si je retrouve, franchement, je le mets dans les commentaires de la vidéo. Il y avait un reportage il y a quelques années sur Playmobil qui montrait justement leur moule. Donc, c'est des pièces, mais qui pèsent... je ne sais plus combien de kilos, c'est horrible. Ah oui, c'est des alliages de fond. Ah ouais, non, mais... Et puis ça tient sur une demi-palette, hein, le truc. C'est ça. Et c'est dans on va dire, un coffre-fort. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, c'est un entrepôt coffre-fort carrément. Et ils ont tout, la première pièce qu'ils ont fait, et c'est souvent, tous les, je crois que c'était 4-5 ans, un truc comme ça, ils ressortent le moule parce que, tiens, il y a le nouveau camion de pompiers, c'est une pièce, on va prendre le moule de telle année avec un mélange du moule de l'année suivante ou ainsi de suite. Ça permet de recomposer, ou même le bateau pirate que beaucoup ont connu. Pareil, chaque année il évolue, mais si on prend dans la continuité, c'est qu'une variation du premier, si on peut dire. Voilà. Et on parle de gamme qui partagent beaucoup de pièces. Là, je te parle des Lego, forcément, ils font rarement de nouveaux moules. Ouais. Puisqu'après, ça leur sert pour des millions de pièces. Mais Transformers, c'est quasiment des nouveaux moules à chaque modèle.
C'est aussi pour ça que quand on voit souvent, il est là. Bon, ça excuse pas tout, mais ça se comprend. C'est pour ça aussi qu'ils font des repaints. Ça leur permet de faire du bénéfice derrière. Il faut rentabiliser le moule en premier et ensuite faire du bénéfice. Il y a une société qui a bien compris ça. Hein. Tu vas chez Macros avec, anciennement Yamato, puisque maintenant c'est Arcadia. Ils font avec un moule, allez, 6 minimum. 6 fois le même robot, toutes les variantes de couleurs possibles, imaginables. C'est ça. Ils ont tout capté au truc, hein, mais bon. Et il y a un autre point sur le mold que je voulais dire, c'est que ça vieillit. On va croire que c'est une grosse pièce en fond, que ça bouge plus, etc. Il y a des variations, ouais. Comme c'est utilisé, c'est quand même avec des produits extrêmement chauds, etc. Bon, c'est de l'usinage. Hein, oui, mais ça reste corrosif. Travaillé. Parce que de toute façon, à chaque fois, ça attaque. Et donc, un mold, ça peut vieillir. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines rééditions de jouets. Ils sont plus possibles. Voilà, par exemple, parce que les bols ont pété, hein, tout simplement, sont cassés. Ils étaient trop dégradés. Il y en a où ils ont été fondus pour être réutilisés. Ouais, économie, hein, parce que le coût de la matière, il est quand même là. Ou alors, il a disparu. Oui, magie. Et c'est comme ça qu'on trouve des chaos partout. Voilà, c'est le cas de beaucoup de Transformers G1. En fait, Hasbro qui faisait fabriquait les jouets, je sais plus si c'était encore au Japon ou en Chine à cette époque-là. Et les molles, ils étaient dans les usines là-bas, et il y a la plupart qui ont tout simplement disparu. Parce qu'ils n'avaient plus gardé contact avec l'usine, parce que voilà, etc. Et puis surtout parce qu'à l'époque, je pense pas qu'ils pensaient devoir les rééditer en 10 ans. Effectivement. Voilà, donc il y a plein de jouets qui n'ont pas été réédités, parce qu'ils n'ont plus les molds. Donc dans ce cas-là, par exemple, comptez Wheeljack, les molds ont disparu, les Dinobots ont disparu. Voilà, on peut en compter des dizaines comme ça. Hein. Et donc KO pour Knockoff. Ouais, c'est ça. Voilà, donc. Knockoff, c'est des copies. Alors, ou c'est utilisé en faisant des copies des molds, ou c'est du recast. Après, tu as aussi le nom bootleg qui va avec. Là, c'est de la copie grossière, moche et déformée. Hein. C'est vraiment le truc de merde. En général, on s'y trompe rarement sur un bootleg. C'est clair. Les KO, là, par contre, ça essaye souvent de se rapprocher. KO, c'est de confondre. Voilà, c'est ça. Le KO, c'est simple, c'est copie. C'est la copie du jouet original. Si ils ont essayé. Voilà. Tu regardes ces derniers temps. Bootleg, c'est les couilles. Voilà, total. Bootleg, c'est inspiré, ça essaye de, mais non. C'est souvent les robots robots ou n'importe quel jouet qu'on trouve monochrome ou avec des couleurs totalement dégueulasses dans des petits blisters, c'est ça. À Jiffy et autres, enfin voilà. Des Galaxy, des Thunder, machin chose, avec des morceaux de Bumblebee et des ailes de Starscream et j'en passe. Voilà. Magnifique. Frankenstein. Voilà. C'est ça. Et par contre, je pense qu'à l'opposé de ces termes techniques, et vraiment à l'opposé, on a les third party. C'est-à-dire qu'ils vont faire, c'est pas des copies, mais des versions, on va dire, personnalisées de X ou Y personnages de la saga Transformers, avec un vrai travail de fond qui est fait au niveau de la transformation, au niveau du design. En fait, en gros, c'est des sociétés annexes qui essayent de faire aussi bien, voire même mieux, et même s'ils y arrivent. La seule chose qui s'apparente au chaos dans ce qu'ils font, c'est l'utilisation du personnage. Déjà d'utiliser la licence, ou en tout cas de se rapprocher du nom ou de la physique d'un personnage sans avoir les droits, en fait. Oui. Mais... En gros, c'est ça, c'est que l'aspect général du personnage, etc., qui reprennent, hein, mais la conception de la figurine, le mold, le design, etc., tout est d'eux, en fait. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on va dire, depuis 10 ans, c'est quand même monté sacrément en puissance. Les faits de partie, il y en a au moins une trentaine de différents. Ouais, et puis souvent ça fait une sacrée offre sur le marché. Tu prends les Dinobots, tu prends les Devastators, tu as un nombre de variantes possibles inimaginables. Arrivé à un moment, tu sais même plus. Au début, tiens, celui-là, il était bien, il me plaisait. Et puis, tiens, il y a le nouveau. Tiens, il y en a encore une autre société qui va le faire. C'est lequel le mieux là-dedans? Bon. C'est exactement la phrase, c'est l'embarras du choix. Ouais, là, c'est trop maintenant. C'est ça, c'est tout à fait ça. Tu as bien résumé. C'est vrai qu'au début, quand tu regardes tout ce qui était Masterpiece, on va dire c'était vraiment Igir qui avait lancé le truc. Même s'il y avait d'autres sociétés, mais ils n'étaient pas encore attaqués au Master. Là, vraiment, sur tout ce qui est MP, ils ont lancé le truc. Bon, ils ont disparu, renommés entre-temps. Pour le coup, les premiers Igir, c'était des genres de chaos.
C'était des KO avec les tailles modifiées ou une pièce qui changeait, mais c'était des KO. Par contre, la qualité était déjà très bonne. Et franchement, pour avoir le Skywarp, entre guillemets, de chez eux, bah, nickel. Hein. Ah oui, en fait, ça corrigeait les problèmes du MP. Oui, avec sa jupe sur les côtés, ses pans, totalement hideux. Là, et puis, ce qu'on a de bien aussi avec les third parties, c'est qu'on en a, je dirais, ça touche tous les univers. Donc, on en a que ce soit les combineurs, pour les Shug, donc on en a. Donc, puisqu'on est dans les termes techniques, Shug, C pour classique, H pour NK, U pour univers, et G pour génération. Generation, oui. Voilà. Puis au final, on va dire c'est la même parenté, voilà. C'est ça, juste, c'est une évolution. En fait, c'est une réinterprétation, c'est un mix entre les G1 et des formes, on va dire, un peu plus actuelles, parce qu'à l'époque, G1, les modes alternatifs étaient très old school. Voilà, puis après, faut pas non plus oublier, c'est que les technologies, ils ont évolué. Même s'il y avait quelques ball joints, c'était quand même très rare. C'était souvent soit une glissière, soit un axe, et puis voilà, en avant-gagnant, c'est tout ce que tu avais dedans, quoi. C'était pas les mêmes contraintes techniques. Voilà, maintenant, c'est vrai que le plastique, déjà en lui-même, a évolué. Il est moins cassant. Tu peux lui appliquer plus de contraintes sur quelque chose qui est un peu plus fin. Voilà, tu as beaucoup de choses qui ont évolué. Pareil, les alliages, tout ce qui est métaux et autres. Par rapport aux couleurs. Ah oui, pareil. Sur l'application des couleurs. Alors, par contre, pour revenir aux third parties, ils ne se contentent pas uniquement de faire des réinterprétations de personnages, en changeant les noms, en changeant un petit peu les formes, etc. Mais il faut aussi des kits additionnels. Ouais. Alors plus ou moins réussi, mais effectivement ça permet, quand tu prends un Devastator, un Bruticus ou n'importe quoi, hein, même quand c'est juste des armes, ça permet de rajouter, on va dire, des choses qui auraient pu être oubliées. Oui, ils font des upgrades en fait. Prends le City Commander de chez Fan Project, je crache pas dessus. Hein. Ah non, moi je suis d'accord, je l'ai. Hein. Ça a commencé d'ailleurs comme ça, ça a commencé par des upgrades. Hein. Ouais, avant de faire directement, on va dire. Le premier ça a été pour qui? Pour le Cliff Jumper, non? Oui, c'est ça, c'était Fan Project. Qui après a fait le CR Commander, etc. Et puis c'est là que c'est parti. Là aujourd'hui, on en est à carrément des figurines type MP à part entière. C'est ça. Il y a toujours des upgrades qui sortent. Pas mal en fait d'ailleurs, parce qu'il y en a même sur Shapeways maintenant. Donc il y a beaucoup de choses, hein, mais le marché est devenu quand même assez centralisé sur des figurines à part entière. Hein. Ouais. Donc c'est devenu un marché parallèle en fait, à Hasbro Takara. En sachant que au final, même si de temps en temps ils tiquent un peu, mais ils laissent faire parce que ça leur fait de la pub, c'est certains marchés, ou en tout cas certains personnages qui eux les intéressent pas. Donc voilà, et en plus ça reste quand même, on va dire, assez marginal, même si effectivement on s'en quand même, mais ça s'adresse qu'aux collectionneurs, si on peut dire. La grande majorité, c'est pas les collectionneurs qui achètent du Transformer, c'est les parents pour les gamins. Oui, c'est sensible, ça vise un public assez large et forcément assez jeune. Par contre, pour viser les collectionneurs que nous sommes, là, il faut du haut niveau, il faut des produits bien détaillés, bien spécifiques, de bonne qualité. Et ça, il n'y a que les third parties qui proposent. Parce que faire, on va dire, même que ça soit en qualité haute ou basse, mais à petit rendement, ça coûte cher. Plus t'en fais, moins ça te coûte. C'est pas compliqué. Ouais. Donc nous, on n'est pas intéressant en termes de vente. Et puis il y a des normes qui sont pas les mêmes. Hein. Ah bah oui, on tombe dans le côté jouet et le côté, on va dire, adulte. Donc forcément, tu peux faire attraction de certaines choses. Hein. En sachant, en parlant de ça, n'oublions pas que la norme CE, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Tu peux avoir un truc qui peut être dangereux, qui passe CE, et d'autres qui correspondent. Enfin voilà. Ils vont te classer les Miss-Clos en... c'était 5 ou 8 ans à l'époque, je sais plus si c'était ça qui était marqué sur les boîtes. Enfin, oui, voilà. Enfin, voilà pas au-dessus de 15 ans, je sais pas. Ou alors, il y avait quelques années, c'était la version américaine, il me semble, de Megatron. Il avait été interdit pour que nous, on puisse l'avoir. Il avait droit à son petit capuchon orange au bout du canon. Parce que sinon, ça faisait trop arme. Les normes du marché, de distribution. C'est totalement idiot. On va revenir à quelques termes techniques. On a le fameux GPS, le Golden Plastic Syndrome. Ça, on nous a beaucoup parlé. C'est ce fameux plastique avec les paillettes à l'intérieur, qui explose tout seul, même en le regardant.
Ou pas. C'est une réaction chimique en fait. Voilà, ça a fragilisé le plastique. C'est ça, c'est les plastifiants qui s'affaiblissent avec le temps et le fait qu'il y ait des particules métalliques, en fait, ça se sépare. Et ça casse. Et le truc s'effondre en fait, tout simplement, chimiquement. Et ça tombe en morceaux, quoi. Instruction, bon, c'est votre notice. Hein. Ça, voilà. Là, hein, on va pas aller plus loin là-dessus. Diecast. Ouais, diecast, métal. Enfin, métal si vous avez du métal dans votre figurine. Alors, comme on a, ça m'avait fait bien marrer à l'époque, les Alternity, qui était une version, on va dire, moins chère, si on peut dire, que les Binaltech et Alternator, puisque les Alternators, c'était des petits masterpieces, si on peut schématiser comme ça, en plastique, et les Binaltech, la carrosserie était en métal. L'Alternity, soi-disant, la carrosserie est en métal. Oui, peut-être, mais c'est vachement fin, il n'y en a pas partout. Oui. À part les portières, on va pas aller très loin. C'est selon le modèle. Voilà. Quoi. On a Kibble. Oui, alors ça, c'est assez spécial. Kibble, c'est comment vous dire déjà, la plupart du temps, c'est propre aux Transformers, aux trucs transformables. Et en gros, c'est des morceaux d'un mode qui reste visible dans l'autre mode, mais réorganisé de façon à ce que ça fasse un peu encombrant, pas esthétique. On parlait de Skywarp en Masterpiece, la première version, c'est ça. Les deux pans qui portent sur les côtés. Voilà ce qui fait les ailes arrière de l'avion, ça pend sur les côtés. Bon, là-bas, c'était pensé comme censé représenter des fourreaux. Ouais, voilà, mais jamais exploité. Donc, c'est du kibble, ça traîne, ça sert à rien, on ne savait pas trop où le foutre, c'est du kibble. Quoi. Il y a Raiden qui en parle souvent dans ses revues, donc si jamais vous entendez ce terme prononcé, maintenant vous savez ce que c'est. Exactement. Voilà, c'est des morceaux de l'autre mode qui traînent de façon esthétique ou pas bien arrangée. Quoi. Alors on a Scale. Ça c'est l'échelle, simplement. Voilà, un 6e, un 10e, un 8, etc. C'est ce que c'est. D'ailleurs, pour l'anecdote, échelle Transformers. C'est mort. Non, voilà. C'est impossible. Ça n'existe pas. Un Legend, en plus les Legends depuis quelques années sont entre guillemets montés en gamme, c'est devenu un semi-deluxe, si on peut dire. Il y a, si vous voulez faire à peu près une échelle, il faut tout mélanger. Il faut prendre de la version, on va dire vraiment jouet gamin, ou la version collection, et en mélangeant un petit peu, vous avez une chance d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Il y a quelques gammes qui essayent d'être à l'échelle entre elles, notamment les MP, pas les récents. Oui. Mais sinon, c'est assez rare. De toute façon, il y a des impératifs, on ne peut pas tout mettre à l'échelle. Soundwave, ça va être dur. Voilà. Il y a le mass shifting qui a été inventé pour expliquer ça. En fait, c'est le transfert de masse. Comme un robot géant devient un petit truc. Comme on voit dans les films avec le Spark, justement, qui a un énorme cube et clac, qui vient tout petit. Voilà. Un Rubik's Cube. C'est ça. Voilà. Mais ça n'explique pas tout. Parce que si on respectait les échelles, imaginez Bruticus. Le pauvre, il aurait un bras énorme, gigantesque, un bras un peu plus gros, et puis il aurait une jambe plus courte que l'autre. Moi, je m'en fous, je veux un Unicron taille pour une taille de la maison, quoi. Ouais. Alors, on a un sticker que j'utilise assez régulièrement, c'est un autocollant. Voilà, c'est les adhésifs, en gros. On va pas chercher plus loin, pas la peine de faire compliqué. Dans les stickers, il y a le Rob Sign. Donc le Rob Sign, en fait, c'est les stickers thermochromatiques. C'est noir de base, et quand vous le frottez, pour que ça chauffe, en fait, il y a le visuel à l'intérieur qui apparaît. Malheureusement, c'est des trucs qu'on voit plus du tout. On en a revu pendant les classiques, quand ils en ont mis un petit peu pour faire hommage, mais sinon... La première partie du podcast se termine. On vous retrouve dans la seconde.